Alors, bienvenue, chers amis, à cette dernière conférence de la saison. Aujourd'hui, ça va être différent des précédentes. On va quitter le monde de l'histoire de l'art pour se pencher vers l'architecture moderne. Vous allez voir que l'architecture est tout aussi complexe et diversifiée que peut l'être l'histoire de l'art, avec ses différents mouvements et ses différentes écoles. Vous allez voir qu'en architecture, il y a des mouvements, les principaux, je vais vous les nommer, le fonctionnalisme, le minimalisme, le brutalisme, le postmodernisme, le déconstructivisme. Mais il y en a d'autres. Un bâtiment peut se réclamer de plus d'un de ces mouvements à la fois, bien sûr. Nous aurons plus tard des exemples de chacun des mouvements, mais je vais vous expliquer sommairement de quoi ça retourne. Le fonctionnalisme se résume bien dans la phrase de Louis Sullivan, l'architecte inventeur des gratte-ciels à Chicago au 19e siècle. Form follows function, où la forme des bâtiments doit être l'expression de leur fonction. Par ailleurs, il y a le minimalisme pour Mies van der Rohe qui tient en ces mots « less is more » ou « moins c'est mieux ». Ce qui veut dire épurer au maximum le design en le débarrassant de tout le superflu. Le brutalisme, quant à lui, s'exprime par la répétition de certains éléments, tels les fenêtres, et par l'absence d'ornementation. Il peut désigner aussi des bâtiments massifs en béton. Le postmodernisme se caractérise par le retour de l'ornementation, des asymétries et des références aux ordres classiques. Le déconstructivisme s'oppose à la rationalité de l'architecture moderne avec son structuralisme. Il assume la rupture avec l'histoire et les traditions de la construction. Des exemples qu'on verra, Jean Nouvel et Frank Gehry, au cours de la conférence d'aujourd'hui. Je dois vous dire qu'il n'y aura pas de quiz à la fin de cette conférence-ci. Plutôt, je préférais que, si ça vous tente, que vous me livriez si vous avez des coups de cœur ou si vous aimez beaucoup, soit un architecte ou un de ces projets dont je vais vous montrer aujourd'hui. J'aimerais ça qu'on en discute à la fin de la conférence. Alors, on va commencer avec les architectes britanniques. Richard Rogers, qu'on voit ici. Cet architecte est né en 1933 à Florence, décédé à Londres en 2021. Il est donc un architecte italien à l'origine, jusqu'à ce qu'il soit naturalisé sujet britannique. Rogers était un fervent défenseur de l'architecture high-tech, qu'on appelle aussi l'expressionnisme, où il est proposé de rendre apparentes les fonctions internes d'un bâtiment et d'en faire une composante du design. Rogers est connu pour son utilisation de matériaux industriels tels que l'acier et le verre. Il laisse apparentes les poutres d'acier, les conduits et les canalisations mécaniques et électriques par désir d'être transparent dans son design. Voyons voir ses œuvres maintenant. Le Centre Pompidou à Paris. Ce grand musée à la structure de verre et de métal est traversé par la lumière et a été conçu par Rogers et par l'architecte italien Renzo Piano, qu'on va voir un peu plus tard dans la conférence. Leur design a soulevé d'énormes polémiques à cause de son aspect non habituel. Un bloc de fer fait de parois amovibles où tous les conduits d'eau, d'air, d'électricité, d'escaliers mobiles et d'ascenseurs sont à l'extérieur est tellement apparent qu'il mérite des surnoms moqueurs que lui ont attribués les Parisiens, la raffinerie de pétrole ou Notre-Dame de la tuyauterie. Le dôme du millénaire à Londres. C'est un dôme situé à Greenwich sur la ligne du Méridien et sur une boucle de la Tamise. Ce dôme, qui est le plus grand du monde, est une structure gigantesque tenue par des réseaux de câbles suspendus partant de 12 mâts de 100 mètres de haut et d'une toile en fibre de verre. Le dôme est maintenant utilisé comme un complexe omnisport, pouvant aussi accueillir concerts et spectacles. La tour Lloyd's à Londres.
Cette tour londonienne abrite le siège social de la réputée firme d'assurance. Tous les éléments de service se situent sur sa surface externe, libérant ainsi l'intérieur pour les opérations de la compagnie. Le principe est le même que celui appliqué au centre Pompidou. Au cœur du bâtiment, des escaliers mobiles relient tous les niveaux entre eux dans un contexte à air ouverte. J'espère que vous imaginez la cacophonie qu'il doit y avoir là-dedans. 3 World Trade Center à New York. C'est une tour faisant partie de ce complexe dans le sud de Manhattan. Elle a une hauteur de 1079 pieds, soit 80 étages. Elle offre 2 500 000 pieds carrés locatifs au-dessus du sol et ses 5 niveaux de commerce au détail sont reliés au réseau souterrain de passage piétonnier donnant accès à 11 lignes de métro et aux trains de banlieue. Le design du contrevendement à l'extérieur assure non seulement la stabilité au bâtiment, mais il assure que les coins de la tour n'ont pas besoin de colonnes, ce qui fait grandement l'affaire des occupants. On va changer pour un autre architecte britannique, Norman Foster, qui lui est né en 1935 à Manchester. Émule de l'architecte américain Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, c'est celui qui a fait la sphère sur l'île Sainte-Hélène, qui était le pavillon américain lors de l'Expo 67. Foster est un architecte anglais et un des principaux représentants de l'architecture high-tech, avec entre autres Richard Rogers qu'on vient de voir. Son architecture témoigne d'un vif intérêt pour les éléments industriels et technologiques. À la fin de sa maîtrise à Yale, il a fondé un cabinet en compagnie de son compatriote Rogers. En 1967, ces deux célèbres architectes se sont séparés. Hôtel de Ville de Londres. Ce bâtiment conçu par Foster sur les anciens quais du port de Londres a été inauguré en 2002. La forme fascinante de l'édifice est due à sa structure ovale, presque entièrement en verre, qui semble pencher d'un côté au sommet. On dit que la transparence du verre représente celle de la politique. À l'intérieur, il y a un escalier en colimaçon de 500 mètres qui se termine au plafond de l'édifice. Sur le pont d'observation situé en haut de l'édifice de 10 étages, on a une vue panoramique sur la ville. La tour Hearst à New York. Cette tour se trouve en plein cœur de Manhattan sur la 57e rue. Elle abrite le siège social de la multinationale des communications. La tour est en 2 sections avec une hauteur totale de 597 pieds et 46 étages. Le basilaire de la tour a un revêtement de pierre, comme vous voyez dans le bas de l'image. Et le reste est un mur rideau en verre et métal avec un motif en diagonale amené par sa structure métallique. Le design est respectueux de l'environnement avec son réseau de tuyauterie inséré dans les dalles du plancher pour chauffer et réfrigérer l'espace. Un réservoir de 5300 litres dans le sous-sol collecte d'eau de pluie qui alimente une fontaine décorative dans le lobby de l'immeuble. Des systèmes d'éclairage s'éteignent automatiquement quand la lumière du soleil est assez forte. Le pont du millénaire. Ce pont londonien est du type suspendu. Il s'agit en fait d'une passerelle en acier réservée aux piétons enjambant la Tamise. L'alignement du pont est tel que la façade sud de la cathédrale Saint-Paul est visible de l'autre côté du fleuve. Le pont repose sur 2 piliers enfoncés dans le lit de la Tamise. Le cornichon. Ce gratte-ciel de la cité financière de Londres a la forme si particulière qu'il a été nommé le cornichon ou en anglais the gherkin. Sa forme aérodynamique permet de réduire la charge de vent sur la structure. Sa forme effilée, supérieure, permet au vent de s'enrouler autour d'elle. La façade de verre a un motif en spirale avec des zones en verre clair et d'autres en verre teinté. Le viaduc de Millau. Ce viaduc s'élève majestueusement au-dessus de la vallée du Tarn en France. Alors qu'un pont relie 2 rives, un viaduc relie 2 points en grande hauteur. La collaboration entre Michel Virlogueux, ingénieur, et Foster, architecte, a été saluée comme un ouvrage architectural du XXe siècle. Les haubans, ces câbles monumentaux qui assurent le maintien du tablier à l'horizontale, sont une marque forte de l'identité du viaduc.
Celui-ci, avec sa grande simplicité, s'intègre parfaitement à ce paysage grandiose. On va aller maintenant voir du côté des architectes espagnols, qui est Ricardo Bofill qu'on voit ici, qui est né en 1939 à Barcelone. Il est décédé l'an dernier. Son activité militante contre le dictateur Franco pendant sa jeunesse l'a amené à poursuivre sa scolarité à Genève et il ne reviendra à Barcelone qu'après la mort de Franco en 1975. Il y a établi sa pratique qu'il appelle l'atelier d'architecture et il réalise des projets un peu partout dans le monde. Voyons voir ces projets. La Muralla Roja à Calpe en Espagne. Construite comme une forteresse, ce complexe d'habitation dans la petite ville côtière de Calpe en Espagne est une interprétation moderne de l'architecture arabe méditerranéenne. Inspiré par la tradition d'Afrique du Nord, ce bâtiment labyrinthique se dresse haut, créant une silhouette verticale saisissante. Le rouge a été choisi par Bofill pour accentuer le contraste avec le paysage, avec le ciel et avec la mer. Avec ses 50 appartements, la Muralla s'écarte de la segmentation traditionnelle entre espace public et espace privé. Le village agricole de Ouari Boumedienne en Algérie. 10 ans après l'indépendance de l'Algérie, son président Boumedienne lança l'ambitieux projet de construire 1000 villages agricoles à travers le pays dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens vivant à la campagne dans des conditions précaires. Ces bâtiments devaient servir d'habitation, de centre scolaire et de dispensaire médical, en plus de supporter toutes les activités liées à l'agriculture. Les formes simples données aux bâtiments émanant des traditions arabes et méditerranéennes. Nexus 2, Barcelone. Cet immeuble à bureaux est situé sur le campus de l'Université polytechnique de Catalogne et est dédié au partage des technologies et de la coopération entre l'université et les firmes du pays. Le bâtiment de 4 étages qui offre 6000 m² de superficie utile. De très larges projections horizontales empêchent les effets néfastes d'un trop fort ensoleillement. L'Université polytechnique Mohamed VI. S'étendant sur 55 hectares, le campus de cette université marocaine se situe à 50 km au nord de Marrakech. Le plan maître soumis par Bofill est défini par des rues étroites, des places et un axe central. Ce design encourage les déplacements à pied, pendant que des cours intérieurs, des jardins et des rues à demi couvertes réunissent étudiants et professeurs, favorisant ainsi les échanges intellectuels et sociaux. Val d'Enset à Barcelone. C'est un célèbre ensemble résidentiel situé près de Barcelone qui comporte 446 appartements où habitent environ 1000 personnes sur 16 étages. On y retrouve 2 piscines sur les toits de l'immeuble. Les cours intérieurs ont un traitement animé par des bleus, des violets et des façades colorées en jaune. L'aspect le plus intéressant du projet, à mon avis, est la façon atypique avec laquelle l'immeuble se présente avec ses 18 tours, ses 7 cours intérieurs, sa grille modulaire mais non systématique et ses grands espaces publics. Allons voir maintenant un autre architecte espagnol, Santiago Calatrava, qui est aussi ingénieur, sculpteur, peintre et céramiste. Il est né en 1951, est toujours vivant. À partir de 1984, il dessine et construit des ponts. En 2003, le Metropolitan Museum de New York tient une exposition de ses œuvres sous le titre Santiago Calatrava, Sculpture into Architecture. Le travail de cet architecte est parfois durement critiqué. Ses remarques concernent surtout son non-respect des budgets alloués, des coûts d'entretien élevés et des carences structurelles et fonctionnelles graves. Hémisphérique est l'un de ces édifices de l'ensemble architectural espagnol de la Cité des Arts et des Sciences de Valence, qui abrite un planétarium et un cinéma. La couverture ovoïde a plus de 100 mètres de longueur. C'est la plus grande salle en Espagne qui abrite 3 systèmes de projection sur un écran concave de 900 mètres carrés. L'Oculus à New York. Au pied du World Trade Center reconstruit,
La nouvelle gare qui remplace celle démolie lors de l'attentat terroriste de 2001 porte le nom de l'Oculus. C'est un grand bâtiment sculptural en forme d'aile d'oiseau. Il abrite la gare du World Trade Center, d'où partent des trains de banlieue et 11 lignes de métro. Il a fallu plus de 10 ans pour terminer le projet. Le budget de départ a été doublé. Coût total, 4 milliards de dollars. À partir de la rue, on prend des escaliers mobiles pour descendre dans l'atrium central. Cet espace ovale mesure 111 mètres de long et il est chapeauté par une impressionnante verrière qui lui donne des airs de cathédrale. Tout autour de l'esplanade centrale et des galeries attenantes, le complexe abrite des boutiques prestigieuses. Calatrava a su implanter en plein Manhattan un énorme oiseau blanc, symbole de paix pour apaiser les douleurs causées par l'attentat du 11 septembre. Pont de la Femme. Ce pont est son unique œuvre en Amérique latine, à Buenos Aires, en Argentine. Il s'agit d'un pont piétonnier de 160 mètres de long, de 6 mètres de large. Il a 2 sections fixes, une sur chaque berge, et une section mobile qui tourne sur un pilier conique pour permettre le passage des plus grosses embarcations. L'auditorium de Tenerife. Cet auditorium, inauguré en 2003, est devenu un symbole de la ville de Santa Cruz de Tenerife et des îles Canaries. Il s'y tient principalement des opéras dans cet auditorium à béton blanc. La salle principale, couronnée par un dôme, dispose de 1600 sièges dans l'amphithéâtre. Pour sa part, la salle de musique de chambre peut recevoir 420 spectateurs. Le bâtiment est célèbre par son grand arc, considéré comme un fleuron de l'architecture espagnole actuelle. Cet arc est soutenu par seulement 2 points d'appui, tandis que sa pointe semble défier la gravité. Le stade olympique d'Athènes. Pour les Jeux de 2004, le stade est complètement rénové et on lui ajoute un toit conçu par Calatrava. Il a créé 2 arches qui supportent le toit au-dessus du stade. C'était la première tentative de la Grèce pour entrer dans le monde de l'architecture contemporaine et elle l'a fait de façon spectaculaire grâce à Calatrava. Allons voir du côté des architectes américains maintenant. Frank Lloyd Wright, qu'on voit ici. Il est né en 1867 au Wisconsin et il y est décédé à l'âge de 90 ans en Arizona. Il a été le concepteur de plus de 400 projets et le principal protagoniste du style prairie. Ces petites maisons étaient en harmonie avec leur environnement. En 1991, il a été choisi par l'Institut des architectes américains comme le plus grand architecte américain de l'histoire. La maison sur la cascade. Cette célèbre maison de style prairie a été construite en 1939 au-dessus d'une chute de 9 mètres en Pennsylvanie. Ce projet réunit l'homme, l'architecture et la nature. Le principe structural appliqué ici est celui du cantilever ou du porte-à-faux. La conception de la maison se fait autour du foyer que Frank Lloyd Wright considérait comme le lieu de rassemblement pour la famille. La beauté de ces espaces se prolonge vers la nature grâce aux longues terrasses de la maison et aux fenêtres mur à mur. La maison Roby. Cette réalisation de Wright est une maison située sur le campus de l'Université de Chicago, dans le secteur Hyde Park. Elle est l'exemple typique de ces maisons de style prairie. Les lignes horizontales sont des composantes essentielles à ce style, un peu comme l'est l'horizon sur la prairie. Même les briques sont dans un format étiré à l'horizontale. Les pans de toiture, très saillants, font paraître le bâtiment beaucoup plus long qu'il ne l'est en réalité. Il faut aussi noter les grands balcons avec des parapets en maçonnerie. Il est bon de savoir que Frank Lloyd Wright dessinait tous les détails de ses projets, allant des vitraux aux meubles intégrés ou pas, tels les meubles de cette salle à manger. Ça faisait partie de son design. Le temple Unity. Cette église américaine se situe en banlieue de Chicago et a été conçue par Wright en 1905. Celui-ci utilisa le béton armé comme un matériau réservé aux usines et aux entrepôts afin de pouvoir respecter le budget minime qu'avait la congrégation. Pour des raisons d'acoustique, il omet les fenêtres au niveau de la rue.
À la place, il utilise des puits de lumière et des fenêtres en imposte dotées de vitraux. Le plan de l'Église était un carré parfait pour donner un sentiment d'unité entre les fidèles. Tout ce que vous voyez sur l'image, tout ça, ça a été dessiné par Frank Lloyd Wright. Des luminaires allant des luminaires aux bancs, aux meubles, tout partout. Tout a été conçu dans le détail par Frank Lloyd Wright. Le siège social de Johnson Wax. Wright a conçu le siège social de la compagnie Johnson Wax à Racine, au Wisconsin, en 1936. Cet immeuble à bureau est encore utilisé par cette même compagnie aujourd'hui. Ce qui est unique, c'est que Wright a conçu l'immeuble avec au cœur une tour en béton coulé, comprenant des ascenseurs et des escaliers, d'où irradient les dalles des étages en porte-à-faux, de sorte qu'il n'y a pas de colonnes sur les murs extérieurs. La grande salle de travail, qui est sans division, une nouveauté pour l'époque, c'était le début des aires ouvertes, en 1936, faut le faire, est parsemé de colonnes avec des têtes circulaires, comme des nénuphars. Les espaces entre ceux-ci sont comblés par des puits de lumière qui laissent entrer une lumière douce dans l'espace. Le musée Guggenheim de New York. Ce musée d'art moderne se situe sur la 5e avenue à New York, face à Central Park. C'est l'un des 3 musées les plus importants des États-Unis. Wright chercha à échafauder un plan éloigné de l'aménagement habituel d'un musée. Son objectif était que les visiteurs se rendent immédiatement au sommet du musée par ascenseur, puis qu'ils redescendent à leur rythme en suivant la rampe hélicoïdale le long de laquelle des tableaux sont accrochés. Cette conception spéciale rappelle la coquille d'un nautile. Wright est décédé avant l'inauguration du musée en 1959. I.M. Pei. C'est un architecte américain d'origine chinoise, né en 1917 à Canton et décédé en 2019 à New York, donc à l'âge de 102 ans. Pei a accumulé les distinctions internationales les plus prestigieuses. Pourtant, ce petit homme au sourire malicieux derrière ses lunettes rondes n'a acquis une réputation mondiale qu'après les années 1980. À Harvard, il avait été l'élève de Gropius, le fondateur du Bauhaus dont on parlera tantôt. C'est Jackie Kennedy qui va amplifier sa renommée en le choisissant pour concevoir la bibliothèque commémorative de son défunt mari John. Le musée d'art islamique de Doha. Sa construction sur une île artificielle dans la baie de Doha a coûté 350 millions de dollars en 2008. Ce musée est considéré comme une réussite en termes de fréquentation et de rayonnement. Le musée expose 800 pièces qui couvrent une période de 1300 ans d'art islamique. Pour la conception, Pei s'est inspiré de la mosquée Ibn Tulloum du Caire. La National Gallery of Art, Washington. Pei, qui a reçu ce mandat en 1968, a fait face à plusieurs défis. Le nouveau bâtiment devait être construit sur un site en forme de trapèze irrégulier. Il devait aussi être à l'échelle monumentale des autres bâtiments sur le mall, en plus de s'harmoniser avec le West Wing de ce musée, construit en 1941 dans le style Beaux-Arts. La Banque de Chine à Hong Kong. C'est le gratte-ciel le plus facilement reconnaissable de Hong Kong. La tour mesure 305 mètres en hauteur et elle fut la première construction à l'extérieur des États-Unis à atteindre pareille hauteur. Les travaux ont débuté en 1985 et la tour a été inaugurée en 1990. L'expressionnisme structural adopté par la conception du bâtiment ressemble à la croissance des pousses de bambou. Toute la structure est supportée par 5 colonnes en acier situées au coin de la tour avec des cadres triangulaires transférant le poids sur ces colonnes. Elle est entièrement couverte d'un mur rideau au vert teinté. La place Ville-Marie à Montréal est un complexe immobilier constitué de 5 immeubles à bureaux
situé au-dessus d'une esplanade, d'une galerie commerciale et d'une aire de restauration. La tour du complexe est désormais le quatrième gratte-ciel le plus élevé de Montréal. Ce complexe a été construit entre 1958 et 1962 par le promoteur new-yorkais William Zeckendorf. Le site, c'est celui en bordure du boulevard René-Lévesque qui se situait au-dessus de la cour ferroviaire de la gare centrale. La tour, en forme de croix, a été conçue par Paille pour offrir davantage de bureaux de coin et pour mieux répartir la lumière naturelle. On voit ici l'anneau qui a été installé l'année dernière, une œuvre de l'architecte paysagiste Claude Cormier et qui relie deux des bâtiments de faible hauteur de la place. La pyramide du Louvre. Cette pyramide formée de verre et de métal au milieu de la cour Napoléon du musée abrite son entrée principale. Elle a été inaugurée par le président Mitterrand en 1988. La pyramide de M. Paille s'élève à plus de 21 mètres sur une base carrée de 35 mètres de côté. L'idée d'y installer une pyramide avait été avancée dès 1889 pour fêter le premier anniversaire de la Révolution française, tout en rappelant la campagne militaire de Napoléon en Égypte. Le but de Paille était de construire un grand hall lumineux avec une forme contrastant avec les bâtiments autour. Comme on est en France, le concept de Paille, cet architecte étranger, a fait en sorte qu'on a d'abord crié au scandale. La bataille de la pyramide ne s'achève qu'en 1996 avec une série d'articles dans la presse française louangeant le concept de M. Paille. Si on passait maintenant à des architectes québécois. Ernest Cormier. C'est un architecte, ingénieur, professeur et aquarelliste né à Montréal en 1885, où il est décédé en 1980 à l'âge de 94 ans. Au cours de sa carrière, il a réalisé plusieurs bâtiments remarquables dans le style Art déco. Il a été professeur à l'École polytechnique de 1921 à 1954. C'est en 1974 qu'il a été fait officier de l'Ordre du Canada. Ce qu'on voit ici, c'est la maison Cormier sur l'avenue des Pins à Montréal. C'est une maison que Cormier avait conçue pour lui-même en 1930. Elle a été classée monument historique en 1974. Pierre-Éliott Trudeau en fut le propriétaire de 1980 jusqu'à son décès en l'an 2000. Cormier a mis l'accent sur la verticalité comme tout bâtiment art déco. La grande fenêtre verticale en façade surmontée de motifs floraux stylisés traduit bien cet esprit. L'utilisation du béton armé dans un immeuble résidentiel est novatrice pour l'époque. Université de Montréal. Encore de nos jours, le pavillon principal de l'Université de Montréal est considéré comme l'œuvre maîtresse de l'architecte. Et l'exemple le plus abouti de la modernité architecturale au Québec. C'est en 1925 que Cormier reçoit le mandat de concevoir ce bâtiment. Il imagine pour l'institution comme signature distinctive cette tour centrale de 22 étages. La construction s'interrompt entre 1931 et 1941, une période marquée par la récession économique d'une part et le début de la guerre. Ce n'est qu'en 1943 que le bâtiment est inauguré. L'atelier de M. Cormier sur l'avenue des Saint-Urbain à Montréal. Ce studio est un atelier d'architecte construit en 1922. Le bâtiment de briques rouges présente un plan carré et une élévation de 3 étages, terminé par un toit plat. Il y a une grande verrière sur la façade et des ouvertures de formes et de dimensions variées, notamment des fenêtres en hémicycle. Un escalier fermé en bois est placé en porte-à-faux sur le mur arrière. Le studio d'Ernest Cormier présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique et pour sa valeur architecturale. La Cour suprême du Canada à Ottawa. Cet édifice situé sur une haute falaise surplombant la rivière Outaouais est isolé de l'animation de la rue Wellington par une large esplanade. Il abrite la Cour suprême du Canada. Dans le hall d'honneur qui mesure 32 mètres par 17 mètres, qui a une hauteur de 12 mètres, on retrouve des murs et un dallage en marbre. À chaque extrémité, on se trouve une salle d'audience pour entendre les causes. Édifice de la Cour d'appel du Québec. Cet immeuble de la rue Notre-Dame à Montréal, en face du palais de justice, porte le nom d'Ernest Cormier, son concepteur.
et il a été construit en 1925. Jusqu'en 1970, il servait à traiter les affaires criminelles. De 1975 à 2001, l'édifice a abrité le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. C'est en 2014 qu'il a été classé monument patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications. Cet édifice est d'une simplicité classique avec son imposante colonnade. Un autre architecte québécois, Roger Dastou. Il est né à Montréal en 1926 et y est décédé en 1998. Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Montréal, il a poursuivi sa formation en Arizona sous la direction de Frank Lloyd Wright, qu'on voit ici à ses côtés. À son retour, il s'efforce de créer une architecture moderniste propre aux régions nordiques. Il figure parmi les plus grands architectes canadiens du 20e siècle. La maison de Fridolin-Simard à l'Estérel. Cette résidence conçue par Dastou est située sur les rives du lac Masson à l'Estérel dans les Laurentides. L'immense porte d'entrée en acajou a été sculptée par nul autre que Armand Vaillancourt. On y sent l'influence de Frank Lloyd Wright. On voit que le bois et la pierre y font bon ménage. De presque partout dans la maison, on peut profiter d'une superbe panorama sur la nature. Maison de Boucherville. Cette résidence consiste en un étage déposé en porte-à-faux sur un cube en pierre. À l'intérieur du centre de l'espace trône un escalier suspendu en teck et en aluminium dominé par un grand puits de lumière. La maison compte 4 chambres et 2 salles de bain complètes. L'étage bénéficie d'une luminosité extraordinaire à cause des immenses fenêtres stratégiquement positionnées. L'église Notre-Dame-des-Champs à Repentigny. Cette église, conçue par Dastou en 1963, est reconnue par son surnom que lui donne la population locale, c'est-à-dire la sacoche. Cette église se distingue par sa forme qui évoque les mains jointes en prière. Le décor intérieur de l'église est très sobre, reposant sur le contraste entre les parements de bois et les vastes murs blancs. Contrairement aux autres églises de Dastou, celle-ci ne comporte pas une structure apparente. Le village olympique de 1976. Familièrement appelé les Pyramides, cet ensemble constitué de 2 tours conçus par les architectes Roger Dastou et Luc Durand pour les Jeux olympiques de 1976 comme résidence des athlètes. Le bâtiment entièrement en béton s'inspire de l'architecture brutaliste, caractérisée par l'absence d'ornement et par le caractère brut du béton. L'orientation du complexe et le système de grandes terrasses permet de cultiver des végétaux sur ces surfaces ensoleillées. Le village est conçu tout en béton pour s'harmoniser avec le parc olympique de Taillibert. Pour les Olympiques, les pyramides de 19 étages comprennent un total de 980 appartements, avec de multiples services tels une piscine, un cinéma, une cafétéria capable de recevoir en même temps 3000 convives. Le château Champlain de Montréal. C'est une autre grande réalisation de Dastou dont il a partagé la conception avec Jean-Paul Poitier. Affectueusement surnommé la rampe à fromage, le château Champlain s'inspire plutôt des silos à grains du Vieux-Port de Montréal par sa forme, et il s'inspire aussi des fenêtres de style néo-roman de la gare Windsor qui est toute proche. Ce gratte-ciel distinctif de 38 étages achevé en 1967 abrite 592 chambres et 19 suites. Le propriétaire d'origine était le Canadien Pacifique, puis ce fut la chaîne Fairmount, et maintenant il fait partie des hôtels Marriott. Alors, on va aller du côté des architectes italiens, avec Renzo Piano, qu'on voit ici. Il est né en 1937 à Gênes, en Italie. Il est connu pour avoir gagné à 33 ans le concours du Centre Pompidou à Paris, projet qu'il a réalisé avec l'architecte britannique Richard Rogers qu'on a vu au début. Voyons voir ses œuvres maintenant, ses autres œuvres, c'est-à-dire le tesson de verre à Londres. C'est un gratte-ciel haut de 1076 pieds qui abrite des bureaux et des logements de luxe. Ce surnom lui fut donné par la Société du patrimoine qui affirmait que le bâtiment était comme une écharde dans le cœur du vieux Londres. Au moment où il a ouvert ses portes en 2013, il était le bâtiment le plus haut d'Europe. Il a remporté le prix du gratte-ciel le plus remarquable de 2013. On voit, entre autres, l'hôtel de ville de Londres, à côté du pont. Ouais.
Le pavillon Resnick à Los Angeles. Cet agrandissement de musée de Los Angeles a été conçu par Piano, inauguré en 2010. Alors que les murs nord et sud sont complètement vitrés, donnant un aspect de liaison intérieur-extérieur, les autres murs sont recouverts de marbre en travertin. Le motif rouge établi dans la première phase du musée se poursuit avec le système de ventilation des locaux techniques à l'extérieur du pavillon. Un système de cloison mobile permet un usage très flexible et versatile dans l'aménagement des espaces intérieurs. Le musée Whitney à New York. Inauguré en 2014, ce nouveau musée new-yorkais a suscité la controverse. Piano, qui est considéré comme le champion des musées, il en a conçu 34 à travers le monde, en a déçu plusieurs qui lui ont reproché la fadeur, voire la laideur de ce bâtiment. C'est un design confus selon le New Yorker, modeste selon le New York Times. Le Vanity Fair s'est réjoui en disant que l'intérieur arrivait à faire oublier l'extérieur. Peut-on parler ici d'une fausse note de Piano? La tour du New York Times. C'est un gratte-ciel situé dans le quartier Midtown de Manhattan, haut de 319 mètres et comptant 52 étages, inauguré en 2007. La base du bâtiment est faite d'un basilaire de 4 niveaux, soit à la même hauteur que les immeubles voisins. Il s'agit ici de l'expression de la transparence et de l'immatérialité, symbole de qualité de la presse. Le bâtiment intègre de nombreuses fonctionnalités pour économiser l'énergie, telles le vitrage double, les panneaux de céramique sur les façades, qui diffusent à l'intérieur 40% de l'énergie du soleil absorbée. Le Parlement de Malte. Situé à La Valette, la capitale de ce minuscule pays, ce bâtiment abrite la Chambre des représentants du gouvernement. En 2009, on lui a confié à Piano la réhabilitation de l'entrée dans cette ville fortifiée. Il conçoit un théâtre en plein air sur le site des ruines de l'Opéra et un nouveau parlement sur l'ancien stationnement de la place de la Liberté. Le bâtiment de style brutaliste est composé de 2 blocs d'équilibrés sur de minces colonnes pour donner une impression de légèreté. Les 2 édifices sont reliés par une passerelle. Le bâtiment a été conçu pour être un édifice émettant 0 CO2. Aldo Rossi, autre architecte italien, né à Milan en 1931 et qui est décédé en 1997. Il était aussi auteur, artiste, professeur et théoricien. Il avait obtenu le prix Pritzker en 1990, le prix Nobel de son but de l'architecture. Ce qu'il tient dans ses mains, c'est une cafetière qu'il a dessinée lui-même, qui a été un énorme succès, mise en marché par la firme Alessio, les électroménagers italiens. L'habitation Galaratese à Milan. S'étirant sur une distance de plus de 600 pieds, la façade principale de ce complexe d'habitation s'affirme comme un défi à tous les édifices résidentiels environnants. Faites-le simple, faites-le sobre et arrêtez-vous, disait Rossi. Plus de 50 ans plus tard, ce bloc de 4 étages de résidence modeste représente encore l'essentiel de l'habitation multiple. Le Théâtre du Monde à Venise. Ce projet unique a été conçu par Rossi pour la Biennale de Venise en 1980. Ce théâtre éphémère flottant, voyageant sur la mer jusque dans les Balkans, accostant entre autres à Dubrovnik, avant d'être finalement démonté. Le cimetière de San Cataldo à Modène. Ce cimetière de Rossi est considéré comme le premier, le plus important bâtiment de style post-moderne. Rossi niait cette appellation en disant « Je peux pas être post-moderne car j'ai jamais été moderne ». Son projet, toutefois, démontre une forme audacieuse avec des références historiques qui sont synonymes avec ce mouvement. Au centre du projet de Rossi, on trouve ce bâtiment cubique qui contient les cendres des défunts. Il est de couleur terracotta, tandis que les bâtiments qui ferment la cour intérieure ont des toits bleus en métal. Rossi, lorsqu'il a reçu Pritzker en 1990, le jury a dit
Rossi a été capable de suivre les leçons de l'architecture classique sans la copier. Ses réalisations comportent des échos du passé dans leur utilisation des formes qui ont une qualité mystérieuse et universelle. Ici, on voit l'intérieur du bâtiment cubique avec les petits casiers pour les urnes des personnes défuntes. Le Schiedern à Berlin. Ce bloc d'habitation avait été gravement endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. La réhabilitation de ce complexe a été longuement retardée à cause de la présence du mur de Berlin, car ce bâtiment-là se trouvait à Berlin-Est. Après la chute de ce mur, le projet de Rossi a fait marquer l'assainissement du quartier. Rossi décida de découper le bloc en lots individuels avec un traitement des façades distinct dans le but de conférer une certaine variété à l'ensemble. Les critiques ont dénoncé la physionomie bariolée du projet. Toutefois, les variations de couleurs et du format des ouvertures ont su apporter de la vie, de l'animation à ce quartier de Berlin-Est où il y a des bâtiments de l'ère stalinienne. La tour scolastique à New York. Même si cette tour est relativement récente, elle s'intègre sans effort dans son environnement historique du quartier de Soho à New York. Je vais vous montrer une raison pour laquelle ça s'intègre aussi bien. Remarquez, il a enligné les étages de son bâtiment avec le voisin, tout est de sorte que chaque étage a la même hauteur que son voisin, ce qui aide à une prolongation et à une intégration à l'ensemble. À cause de son concept postmoderne, le résultat final, c'est un bâtiment unique et frappant qui respecte la sensibilité historique du passé de Soho. Rossi a trouvé le concept approprié à ce site. La tour, avec ses colonnes rondes en acier, exprimées en façade avec le terracotta et la pierre, font écho à l'échelle et au caractère classique de ses voisins en pierre. Les poutres d'acier fixées aux colonnes tubulaires rappellent les structures d'origine de ces bâtiments. On passe maintenant aux architectes français. Le Corbusier. Son vrai nom, Charles-Édouard Jeanneret, dit Le Corbusier, est un architecte urbaniste, peintre et sculpteur suisse qui a été naturalisé français. Il était né en 1887 et il est décédé en 1965. Ronchamp. La chapelle Notre-Dame du Haut a été construite en 1955. Œuvre de Le Corbusier, elle a été inscrite sur la liste des patrimoine mondial de l'UNESCO. La chapelle est construite avec des pierres de récupération sur lesquelles est appliqué du béton projeté à la chaux blanche. La coque de béton formant la couverture a été constituée à l'aide de coffrages en bois dont les empreintes des planches sont encore visibles. Un espace de quelques centimètres permet à la lumière de passer entre le toit et le mur. L'architecture fine et en rondeur est surprenante pour ceux qui ne voient en Le Corbusier qu'un adepte de l'angle droit. Les années 50 à 60 voient arriver le développement des courbes avec le Guggenheim qu'on a vu tantôt, les projets de Saarinen, l'architecte scandinave. La lumière à l'intérieur est apportée par une série de pyramides tronquées contenant des vitraux. La cité radieuse de Marseille. Ce complexe immobilier a été inauguré en 1952. Le Corbusier voulait y ériger un village vertical appelé Unité d'habitation. On y trouve 337 appartements de 23 types différents. Une galerie marchande existe au 3e étage. Sur le toit, un gymnase est installé. Le bâtiment étant monté sur pilotis, l'espace au sol peut offrir un stationnement protégé aux voitures des résidents. Voir des très jolis appartements avec beaucoup de lumière qui ont été conçus par M. Le Corbusier. Le couvent de Notre-Dame de la Tourette, situé à 30 km de Lyon, a été inauguré en 1960. Le bâtiment comprend une église, un cloître, des salles de cours, une bibliothèque, un réfectoire, des cuisines et une centaine de cellules individuelles. Le tout en béton armé. Aux extrémités des couloirs, on peut observer des formations en béton. Ici.
des panneaux, ouais, le panneau au bout, à droite. Les deux. Aux écritures, Le Corbusier estimait que si une fenêtre donnait directement sur un paysage, on finit très vite par l'oublier. Alors que si on est obligé de se pencher à la fenêtre, on fait plus attention au paysage environnant. Les toitures terrasses forment le cloître de méditation entouré d'un mur de 2 mètres de hauteur. Chandigarh en Inde. Dans les années 1950, Le Corbusier travaille à son dernier grand projet. Une ville nouvelle en béton, commandée à l'architecte par la toute nouvelle République de l'Inde. Le Corbusier a imaginé une cité idéale, située au pied de l'Himalaya, un oasis de végétation et de béton brut. La ville est divisée en secteurs séparés par de larges avenues, où la vie s'organise autour de 4 fonctions: l'habitation, le travail, les loisirs et la circulation. Chaque secteur de la partie résidentielle est conçu pour être complètement autonome, avec les commerces, ses écoles, ses temples, le tout à un maximum de 10 minutes de marche. Au nord de la ville, on retrouve le Chandigarh public, avec ses bâtiments de la gouvernance, tel son Capitole qu'on voit ici. L'esprit de Chandigarh s'incarne dans cette sculpture de Le Corbusier, intitulée « La main ouverte ». Cette main tendue vers le ciel est ouverte pour donner comme pour recevoir. Un autre architecte français, Jean Nouvel. Cet architecte français est né en 1945 et il a acquis une renommée internationale. Il s'est déjà mérité le prix Pritzker et le prix de l'Aga Khan en architecture. Il est maintenant âgé de 77 ans. Le Musée national du Qatar. Ce musée est évidemment dédié à l'histoire du Qatar. Son architecture doit évoquer le désert, sa dimension silencieuse et éternelle, mais aussi la modernité et l'audace. Ce sont les contradictions de l'histoire que Nouvel a cherché à évoquer en voulant créer une architecture qui rappelle la géographie et aussi le bâtiment qui préserve au maximum du soleil. La forme du musée est inspirée par la Rose des Sables et il a été inauguré en 2019. Ça, c'est la Rose des Sables. Oh, pardon. La tour Akbar de Barcelone. Ce gratte-ciel de Barcelone date du début du 21e siècle et la famille royale d'Espagne l'a inauguré en 2005. Cette tour est haute de 145 mètres et comporte 38 étages, dont 4 en sous-sol. Sa conception mêle différentes techniques. Une structure en béton armé, entièrement recouverte d'une façade de verre de 4400 fenêtres. Le bâtiment possède, intégré à sa façade, plus de 4000 dispositifs de type DEL qui permettent la création d'images de motifs colorés sur la paroi extérieure. De plus, les capteurs de température permettent d'agir sur l'ouverture ou la fermeture des fenêtres et ainsi réduire la consommation d'énergie du système de climatisation. Le Louvre d'Abu Dhabi. Jean Nouvel, inspiré par l'architecture et les traditions des Émirats arabes unis, a conçu un remarquable écrin pour cette succursale du Louvre. La pièce maîtresse de ce projet est l'immense dôme argenté qui semble flotter au-dessus de cette ville-musée. Malgré son apparente légèreté, ce dôme pèse 7500 tonnes, soit le même poids que la tour Eiffel. Les perforations du toit permettent un éclairage naturel sans chaleur ou flux d'air excessif à cause des 8 couches avec motifs en étoile sur le toit. Les matériaux qui recouvrent le sol et les murs permettent de retenir l'air frais, même lorsque la température ambiante augmente dans la journée. 4 piliers supportent le dôme et créent cet effet de flottement. Séparés de 110 mètres, ils sont dissimulés à l'intérieur du musée. La tour Eklat à Paris. Ce gratte-ciel se situe dans le quartier de la Défense à Paris, le centre des affaires. Elle tient son nom d'un volcan islandais.
Pour Jean Nouvel, la conception de cette tour a été fortement conditionnée par la forme du terrain à construire qui est en forme de triangle. Alors, il a répété la forme du triangle beaucoup sur la tour, de sorte qu'il a créé un bâtiment prismatique. Avec ses 76 000 mètres carrés sur 49 étages, éclate une tour conçue pour favoriser des moments de convivialité et de bien-être. On y trouve un auditorium de 250 places, 5 restaurants et un centre d'entraînement. One Central Park, Sydney, Australie. Cette tour est un bâtiment à usage mixte. Le complexe compte 2 tours d'appartements ainsi qu'un centre commercial de 6 étages au pied des tours. Ce qui distingue ce projet de Jean Nouvel, ce sont ses jardins suspendus, verticaux, sa piste d'atterrissage d'hélicoptère en porte-à-faux et son usine de recyclage de l'eau. Le jardin en question est composé de rideaux de plantes, de vignes sur plus de 50 mètres de haut. On va passer maintenant aux architectes allemands. Quelle tête! Mies van der Rohe. C'est un architecte né en Allemagne en 1886, qui s'est fait naturaliser américain et qui est décédé à Chicago en 1969. Il fonde son premier cabinet d'architecte en Allemagne en 1912. Plus tard, il a été directeur de l'école du Bauhaus de 1930 à 1933. Cette année-là, l'arrivée au pouvoir des nazis le force éventuellement à immigrer aux États-Unis, où il devient directeur du Illinois Institute of Technology à Chicago. Mies pratiquait une architecture minimaliste, épurée de toute ornementation. Comme je l'ai dit au début, son leitmotiv était « less is more » ou « moins c'est mieux ». Voyons voir ses projets. Farnsworth House. Cette maison inaugurée en 1951 lui avait été commandée par la docteure Edith Farnsworth comme maison de fin de semaine sur un terrain de 24 hectares bordé par une rivière à 75 km au sud-ouest de Chicago. Ça devait être un endroit paisible où elle se retirait pour s'en donner à ses passions, le violon, la tradition de poésie et la nature. L'usage généralisé du verre du sol au plafond ouvre l'intérieur de la maison sur son environnement à un degré extrême. L'horizontalité est accentuée par 2 dalles, celle du sol et celle du toit. La terrasse attenante forme une 3e dalle. Elle joue le rôle de transition entre le sol et l'espace du séjour. L'intérieur donne l'impression d'être le seul grand espace s'inscrivant entre 2 blocs en bois. L'un est la penderie et l'autre est un bloc cuisine-salle de bain. Le pavillon de Barcelone. Mies avait conçu le pavillon de l'Allemagne à l'Exposition universelle de Barcelone en 1929. L'alliance des formes simples et de matériaux luxueux comme le marbre, l'onyx rouge et le travertin font de ce pavillon l'un des monuments les plus emblématiques du modernisme. Mies y a expérimenté la fluidité de l'espace et le plan libre. Les murs ne sont pas porteurs à cause des colonnes, deviennent donc des parois légères. L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent par des façades de verre. Illinois Institute of Technology. Arrivé aux États-Unis en 1938, Mies s'est engagé pour repenser la formation des architectes de cette institution. Bien sûr, il s'inspira de son expérience à la direction du Bauhaus. Il conçoit aussi, ensuite, le campus principal de cette école en établissant de nouveaux standards pour l'architecture moderne. Sur ce campus, on compte 20 de ses réalisations, dont le Crown Hall qu'on voit ici et qui a été restauré en 2005 pour installer des fenêtres et des équipements économiques en énergie. La tour Seagram de New York. Ce gratte-ciel est situé dans le quartier Midtown de Manhattan. Son client a été Samuel Bronfman, un homme d'affaires bien connu à Montréal. C'est sa fille, Phyllis Lambert, fraîchement diplômée en architecture, que son père a nommée comme directrice de la planification. C'est elle qui a convaincu son papa d'engager Mies van der Rohe.
Celui-ci concevra une façade où la structure est clairement exprimée, ce qui était un de ses principes fondamentaux. Station-service à l'île des Sœurs. Cette station-service qui portait l'enseigne Esso a été un de ses derniers projets. Elle a fermé ses portes en 2008 après 40 ans d'usage pour être transformée en centre communautaire. Elle se démarque par son toit flottant qui relie les éticules occupées par le garage et le lave-auto. On remarque aussi le raffinement des détails et la sobriété de l'ensemble. Westmount Square à Montréal. Ce complexe comprend 2 tours d'habitation et une tour à bureaux de 20 étages, recouvrant un centre commercial au rez-de-chaussée. Les façades sont en aluminium anodisé noir et en verre foncé, conçues dans le style international. Soit dit entre nous, je me fais plaisir de vous rapporter une erreur qu'a commis ce grand architecte dont j'ai eu connaissance. Le sol de l'esplanade devant le complexe avait été recouvert de dalles en travertin, qui est un marbre à petites alvéoles. Or, l'hiver québécois, avec ses gels-dégels, a gorgé celle-ci d'eau, et le gel qui a suivi a fait éclater la surface du travertin, ce qui a obligé à le remplacer des dalles par du bon granit québécois. Walter Gropius, un autre architecte allemand. Designer et urbaniste né en 1883. Il était le fondateur du Bauhaus, une école multidisciplinaire qui, en tant que mouvement d'art européen de l'entre-deux-guerres, a jeté les bases pour le style international. Face à des pressions politiques, il démissionne de son poste de directeur en 1928. C'est en 1937 qu'il décide d'émigrer aux États-Unis, où il obtient le poste de professeur à Harvard. Il décédera à Boston en 1969 à l'âge de 86 ans. Le Bauhaus à Dessau, en Allemagne. Ce bâtiment est un ensemble architectural destiné à accueillir l'école d'art, de design et d'architecture. Il a été conçu selon les plans de son directeur Walter Gropius. L'édifice est composé de formes simples et abstraites, typiques de l'architecture moderne. Gropius a recours aux matériaux modernes, tels le béton armé, le verre et l'acier qui peuvent former des murs rideaux. Cette école accueille des artistes, des chercheurs, des ateliers pédagogiques. En 1931, le parti nazi prend le pouvoir à Dessau et annule toutes les dépenses liées au Bauhaus, ce qui amène sa fermeture. La maison Gropius. Cette maison historique a été conçue et habitée par Gropius à Lincoln, dans le Massachusetts. Il y est demeuré 31 ans. Gropius pensait qu'une résidence ne devait pas ressembler à une forteresse, mais qu'elle devait être de construction légère, pleine d'ensoleillement et économique à construire. Il était contre la symétrie obligatoire. Les chambres à coucher sont orientées vers l'est pour avoir le soleil du matin, et le salon est orienté vers le sud et l'ouest pour avoir le soleil de l'après-midi. Les pièces d'entreposage, la cuisine, les salles de bain, quant à elles, sont orientées vers le nord. One Hawk House à Berlin. Ce bâtiment, haut de 9 étages, comporte 66 logements. Le concept date de 1957. On le considère comme un bel exemple du mouvement moderniste. On accède aux appartements par 4 entrées distinctes avec ascenseurs et escaliers regroupés dans des tours. La façade sud nous montre une structure différente avec un effet décoratif créé par un arrangement graphique des balcons aux balustrades blanches. Gropius n'a pas hésité à utiliser des couleurs dans ce projet, soit par des surfaces de murs ou par l'utilisation de céramique à l'extérieur. La tour MetLife à New York. Ce gratte-ciel de 59 étages situé en plein cœur de Manhattan était le plus grand immeuble à bureaux lorsqu'inauguré en 1963. Il se nommait alors le Pan Am Building, du nom de la défunte compagnie aérienne. En 1958, ce sont les compagnies ferroviaires qui ont initié ce projet sur le terrain adjacent, parce qu'on voit au pied du gratte-ciel, on voit la fameuse Union Station de New York, la gare ferroviaire. Son enveloppe argentée et octogonale est caractérisée par une absence de détails luxueux, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
La structure est mixte, béton armé et acier. Les éléments de structure apparents sur les façades ont été recouverts de 9000 panneaux de béton préfabriqués contenant des fragments de quartz. Les bandeaux séparant les étages sont exprimés par des éléments en marbre produits dans l'État de New York. Je vais maintenant vous présenter deux architectes de deux pays différents. Le premier, c'est M. Alvar Aalto. C'est un architecte urbaniste et designer finlandais qui était un adepte du fonctionnalisme et de l'architecture organique. Il est né en 1898 et décédé en 1976 à Helsinki, capitale de la Finlande. Sa carrière, qui s'étend de 1920 à 1970, se reflète dans les styles de son œuvre, allant du classicisme nordique au modernisme rationnel, du style international en passant par un modernisme organique à partir de 1940. Ce qui caractérise toute sa carrière, c'est le souci du design en tant qu'œuvre d'art totale. Ces bâtiments s'intègrent harmonieusement dans le paysage. Voyons voir ses œuvres. La maison Louis Carré. Cette résidence privée a été construite en France de 1957 à 1960 pour ce collectionneur d'art et galériste français. Lorsqu'il engage à Aalto, il lui pose deux exigences. Une toiture en tuiles d'ardoise et des pièces pour recevoir sa grande collection d'art. La toiture remarquable de légèreté est terminée par des gargouilles qui rejettent à l'arrière du bâtiment l'eau de pluie dans des bassins circulaires. Les espaces intérieurs sont largement appelés au bois, matériau chouchou d'Aalto. Celui-ci conçoit des éclairages raffinés, tant naturels qu'artificiels. Aalto a aussi conçu le mobilier de la maison et les appareils d'éclairage, un peu comme l'a fait Frank Lloyd Wright. La maison Finlandia. C'est un centre pour les concerts et les congrès situé sur le bord de l'eau à Helsinki. Sa construction a eu lieu entre 1967 et 1971. L'Orchestre philharmonique d'Helsinki déménage en 2011 dans la Maison de la musique et le bâtiment devient alors entièrement voué au congrès. Les masses horizontales et la tour en pente émergeant du toit sont des caractéristiques de ce projet. La façade principale est en marbre blanc qui contraste avec le granit gris. Les toitures sont en cuivre et qui a pris une patine verte. Les quarts de fenêtre sont en teck. L'intérieur est aussi en marbre avec des décorations en bois franc et en céramique. Le sanatorium à Paimio. C'est un ancien centre pour tuberculeux à Paimio, conçu par Aalto et construit de 1929 à 1933 alors que la tuberculose sévissait. Il est considéré comme étant de style fonctionnaliste. Aalto cherche à regrouper les fonctions similaires dans une même aile, orientée de façon à bénéficier d'un ensoleillement maximal, ce qui était essentiel pour le bien des patients. Aalto aimait dire que le bâtiment était lui-même un instrument curatif. En effet, il porta une attention particulière au design des chambres à deux patients, donnant à chacun son placard et son lavabo. Au bout de chaque étage, il a prévu des salons inondés de soleil où on pouvait tirer les lits des patients non mobiles et cela faisait partie de leur traitement. L'église Santa Maria Assunta en Italie. Aalto a conçu cette église située en Italie du Nord en 1966. La structure du bâtiment est formée de 6 arches asymétriques en béton fabriquées à une hauteur décroissante de le chœur. Les façades sont recouvertes de pierre et la toiture est en cuivre. L'intérieur des murs fini en crépi de ciment est entièrement blanc. Les bancs en bois sont posés sur le plancher fini en tuiles de terracotta. Aalto a conçu aussi les appareils d'éclairage et le mobilier en contreplaqué moulé. Les résidences d'étudiants à MIT à Boston. Dans les années 1940, il a séjourné à Boston à titre de professeur invité au Massachusetts Institute of Technology. C'est à cette occasion qu'il a reçu le mandat pour concevoir des résidences pour étudiants de cette école. Les résidences Baker sont un très long bâtiment complètement collé à ses principes de fonctionnalisme, mais déformé pour s'adapter aux conditions particulières du site. Ce qui les guida, c'est l'ensoleillement, les vues et l'intimité des étudiants.
même au détriment d'avoir moins de chambres. La façade nord est un assemblage de volumes droits, dominé par l'escalier en cascade au coin du bâtiment. La façade sud, en serpentin, offre une vue splendide sur la rivière Charles et le skyline du centre-ville de Boston. On arrive à notre dernier architecte de la journée, Frank Gehry, qui était né à Toronto en 1929 et qui est maintenant de nationalité américaine. Pardon. Professeur d'architecture à Yale, il est considéré comme un des plus grands architectes encore vivants. Il est maintenant âgé de 94 ans. Ses réalisations sont remarquées par leur aspect original et, disons-le, tordu. Il conçoit des formes aux proportions vastes et mouvantes. Il fait partie du mouvement déconstructiviste et post-structuraliste. Vous n'avez rien vu encore. La Walt Disney Symphony Hall à Los Angeles. Ce bâtiment compte 3 espaces pour la musique et la culture. L'auditorium a une capacité de 2300 places et des acousticiens de grand renom ont vu à créer une grande intimité entre les musiciens et les spectateurs. Le public est disposé autour d'une plateforme centrale accueillant l'orchestre et les solistes. Murs et plafonds sont de larges panneaux en bois massif de sapin. Une large fenêtre de 12 mètres à l'arrière permet l'entrée de la lumière naturelle pour les concerts en matinée. La faculté de droit Loyola à Los Angeles. Quand la faculté de droit engagea Gehry en 1979 pour refaire la conception de son campus, celui-ci n'était pas l'étoile mondialement connue qu'il est devenu depuis. Ce fut le premier projet qui le propulsa sur la scène internationale qui contribua au renom qu'il a maintenant. Contrairement à d'autres architectes qui avaient proposé un seul et même bâtiment, Gehry a proposé comme un village de petits édifices autour d'une place publique, ce qui lui donne une échelle humaine. Le musée Weissman à Minneapolis. Ce musée se trouve sur le campus de l'Université du Minnesota, situé sur une falaise qui domine le fleuve Mississippi. Le musée, selon le design de Gehry, a été complété en 1993. Va sans dire, c'est le bâtiment phare sur le campus. Il présente 2 faces. Au sud et à l'est, sa façade de briques s'harmonise très bien avec les bâtiments historiques avoisinants. Au nord et à l'ouest, c'est une abstraction d'un poisson et d'une chute d'eau avec sa peau ondulante en acier inoxydable. Le pavillon, ça c'est l'intérieur de son musée. Le pavillon Pritzker à Chicago. Ce projet de Gehry est une scène de spectacle extérieur dans le Millennium Park de Chicago, le projet du millénaire. Le public prend place en général sur la pelouse, même s'il y a une centaine de sièges de disponibles. La capacité totale de ce chapiteau est de 11 000 personnes. Au-dessus de la pelouse, Gehry a prévu un genre de treillis de tubulaires d'acier pour y accrocher des haut-parleurs permettant aux spectateurs les plus éloignés de la scène de bien entendre le spectacle. La maison dansante à Prague. Situé sur les rives du fleuve Vltava, cet hôtel est une conception de Gehry achevée en 1996. Là-bas, on le surnomme Ginger et Fred, en honneur des danseurs Ginger Rogers et Fred Astaire. Le bâtiment est composé de 99 panneaux en béton de formes et de dimensions différentes. La tour de droite évoque la forme masculine, tandis que celle de gauche, à l'allure en verre, à l'allure gracieuse, rappelle les courbes féminines. Lucie et moi avons eu l'occasion de monter sur la plateforme d'observation située sur le toit de Fred. La Fondation Louis Vuitton à Paris. Bernard Arnault, le PDG de cette fondation, a déclaré « Nous avons voulu offrir à Paris un lieu d'exception pour l'art et la culture et fait le pari de l'émotion en confiant à Frank Gehry la réalisation d'un bâtiment du 21e siècle. » Après étude, Gehry décide qu'une enveloppe de verre recouvrira le corps du bâtiment et qu'un assemblage de blocs en béton fibre, nommé Iceberg, lui conféra son volume et son élan. Posé sur un bassin, l'édifice a été pensé comme un voilier qui s'est échoué dans l'environnement naturel, entre bois et jardin, jouant de la lumière et des effets de miroir.
Le dernier projet de M. Gehry, le musée Guggenheim à Bilbao. Ce musée d'art moderne et contemporain conçu par Gehry a été inauguré en 1997. Sa forme insaisissable est le fruit de l'assemblage de pierres, de verre et de titane. La faisabilité des formes en courbe a été rendue possible par le développement de logiciels informatiques. Le bâtiment est recouvert de plaques de titane disposées en écailles sur une structure en acier galvanisé. Le métal utilisé a permis de construire avec des tôles de 0,4 mm d'épaisseur seulement, soit beaucoup plus mince que d'autres métaux. On est devant ici une œuvre déconstructiviste qui fait fi de l'expression structurale propre à l'architecture moderne, telle qu'on a pu la voir, parce que ici, la structure est invisible. En terminant, j'aimerais vous parler de certains aspects de design architectural. L'architecture a une forte tradition d'architectes désireux de concevoir des bâtiments jusque dans les moindres détails. Les architectes modernistes, en particulier, sont célèbres pour avoir voulu dessiner l'intérieur de leur projet jusqu'aux aménagements et au mobilier. On a vu tantôt avec Frank Lloyd Wright, entre autres, et Alvar Aalto, mais il y en a eu d'autres aussi. L'un de ces éléments que les architectes aiment concevoir, c'est une chaise. Alors, je vous ai préparé un petit exhibit des chaises conçues par des architectes. Ça peut être amusant. Voici, je vais vous présenter d'abord quelques chaises caractéristiques conçues par des architectes et dont certaines ont connu un certain succès commercial à l'époque. Ça, c'est la chaise dessinée par Marcel Breuer, l'architecte, qui est faite d'acier inoxydable et de cuir. Ça, c'est la chaise, je ne sais pas si je suis pris d'apprendre, d'Alvar Aalto, l'architecte finlandais qui fait amplement utilisation du bois avec le plywood moulé et le cadre en hêtre, j'imagine. Ça fait penser à certaines chaises qu'on peut retrouver chez Ikea. Mies van der Rohe, lors de son pavillon de Barcelone, en 1929, Mies van der Rohe avait dessiné ce fauteuil qui est accompagné souvent d'un pouf pour meubler l'intérieur du pavillon de l'Allemagne. Une chaise confortable conçue par Frank Gehry en béton. Oui, en béton. Prière d'apporter vos coussins. Une chaise dessinée par l'architecte Arno Saarinen, une chaise en plastique moulé avec un piétement qui lui a donné son forme le nom de Tulipe, la série Tulipe, qui a eu un grand succès, je pense bien. Une chaise high-tech dessinée par l'architecte britannique Norman Foster en aluminium brossé et en cuir. Très minimaliste. Oscar Niemeyer, l'architecte brésilien qui a conçu la ville de la capitale Brasilia, a conçu une chaise longue berçante en bois moulé et en cuir. Le Corbusier a également conçu une chaise longue, celle-ci. L'architecte et designer Charles Eames a conçu ce fauteuil avec son pouf. Alors, c'est fait de cuir et de bois moulé, le contreplaqué moulé. Il y a eu un grand succès, ça encore là, c'est disponible dans les magasins, je suis sûr. Et là, pour conclure, il y avait Walter Gropius, ce bon grand-père, qui a conçu des meubles pour ses petits-enfants. Alors voici, en forme géométrique très très simple. Alors voici, c'est tout pour aujourd'hui. Allume les lumières.